Dans cette conversation du lundi, je ne serai pas dans mon étang, je serai dans mes futurs anciens bureaux puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie actuellement. Non seulement j'ai quitté YouTube, en tout cas YouTube s'est débarrassé de moi, mais la très bonne nouvelle c'est que ma nouvelle plateforme est en ligne depuis jeudi dernier et donc vous êtes invités non seulement à vous inscrire sur fulllifechannel.com, mais aussi à partager évidemment cette excellente nouvelle à toutes les personnes qui me cherchent encore sur le net et qui ne savent pas où s'inscrire pour pouvoir continuer à bénéficier des conversations du lundi. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. L'autre nouvelle, c'est que donc je suis en train de m'alléger et la fermeture de mes bureaux physiques est une excellente nouvelle aussi. Ça va me permettre d'être plus souple et d'avoir encore plus de moyens pour continuer ce travail de réinformation avec toute mon équipe que j'ai maintenue depuis le début de cette pseudo-pandémie. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre des risques pour éviter une situation bien pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 50. Eh bien oui, ça se fête ça. Et nous sommes donc le 10 août, le lundi 10 août 2020 pour cette rencontre qui se passe en dehors de YouTube. Et ça, c'est la vraiment bonne nouvelle de la journée. C'est que nous ne dépendons plus de YouTube et nous nous retrouvons soit encore sur la chaîne privée puisque la chaîne privée n'a pas encore déménagé, soit sur la nouvelle chaîne hébergée par Full Life Channel, qui est donc cette plateforme dont la vocation c'est d'accueillir tous les hommes et les femmes et les associations de bonne volonté qui travaillent au service de la lumière, qui travaillent au service de la vérité, qui travaillent au service du respect surtout et de la liberté. Bien, alors je me trouve pour l'instant, vous l'avez peut-être déjà deviné, dans mes futurs anciens bureaux puisque dans quelques jours je vais rendre les clés aux propriétaires de ce bâtiment puisque maintenant toute mon équipe travaille à partir de la maison et je suis en train d'attendre des personnes qui viennent acheter certains éléments de mobilier. Et donc, comme ils ont du retard à cause du trafic sur l'autoroute, eh bien, je me suis dit, je vais commencer en tout cas à enregistrer cette conversation du lundi. Peut-être que je ne terminerai pas cette conversation ici dans les locaux, peut-être oui, mais j'avais envie en tout cas de prendre de l'avance puisque après cela, cet après-midi, je vais à Montréal et je prendrai la parole aux côtés de 11 autres lanceurs d'alerte. Donc nous serons 12 à la fin d'une manifestation qui se déroule actuellement dans les rues de Montréal pour protester une nouvelle fois contre toutes les mesures liberticides, contre l'obligation du port du masque. Et de semaine en semaine, nous faisons de plus en plus pression sur le gouvernement parce que, comme on dit ici au Québec, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens de nous obliger en plein été, alors que le nombre de morts est proche de zéro absolu, alors que le virus ne circule plus, de nous obliger à porter le masque. C'est complètement débile. En fait, c'est motivé par une stratégie de mettre à genoux définitivement les populations du monde, de les soumettre, de les rendre dociles, comme le disait la vice-première ministre du Québec il n'y a pas très longtemps. Ils vont apprendre, tous ces gens-là, que la docilité, nous ne connaissons pas et que nous allons effectivement nous tenir debout, nous allons nous tenir de plus en plus debout. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, dans la dernière conversation du lundi où je me trouvais dans mon étang et où je vous disais finalement « always look
on the bright side of the life, regardez toujours le côté lumineux des événements, et je dirais que plus les gouvernements sont en train de renforcer leur oppression, eh bien plus les gens s'éveillent, plus il y a plus nombreuses sont les personnes dans les pays qui se rendent compte effectivement qu'on est totalement au-delà d'une gestion sanitaire, nous sommes dans une gestion politique, nous sommes dans une gestion économique, dans une gestion sociale qui a pour but effectivement de nous mettre à genoux et de détruire l'économie réelle au profit des multinationales et au profit de la finance internationale. Mais comme je l'ai répété à de nombreuses reprises, ils ne passeront pas. Alors, j'avais envie de vous partager deux, trois choses. D'abord, j'ai entendu une vidéo accordée par une généticienne qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Alexandra Henrion-Caude. Elle a accordé cette interview, cette excellente interview sur cette super chaîne qui se trouve sur YouTube, qui est TV Liberté. Et vraiment, je rends hommage au travail d'information vraiment de très grande qualité professionnelle des animateurs de TV Liberté. Et Alexandra Henrion-Caude, qui est généticienne, qui a travaillé dans des laboratoires de recherche, qui a été directrice de recherche à l'INSERM, dénonce en 45-50 minutes tout ce que nous, les lanceurs d'alerte, nous avons dénoncé depuis des mois et des mois. J'attends le moment où cette femme va elle aussi se faire traiter de conspirationniste, de théoricienne du complot, de complotiste, de membre de l'extrême droite, etc., comme nous l'avons été. Mais je dirais que ça devient de plus en plus difficile pour les journalistes officiels ou pour les débunkers de traiter la moitié de la population mondiale de complotistes. Parce que je vous rappelle que en France, dernièrement, un sondage a révélé que 50% de la population française est maintenant persuadée et convaincue que les médias officiels leur racontent des mensonges. 50%. Voilà, je tiens à le rappeler. Ça veut dire que 50% de la population serait complotiste, 50% de la population serait complètement stupide, serait complètement conne. À un moment donné, les journalistes là et les débunkers, il va falloir vous réveiller. Il va falloir vous rendre compte que vous ne faites plus partie de la majorité bien pensante. Et donc, en écoutant cette interview que je vous recommande vraiment d'écouter, j'avais des sentiments très mélangés parce que d'une part, j'étais vraiment heureux de me dire « Waouh, il y a des médecins en Allemagne, il y a des médecins en Espagne, il y a des médecins aux États-Unis qui maintenant osent prendre la parole et osent dénoncer ce que nous dénonçons depuis des mois. » Donc ça y est, là, ils n'ont plus peur de perdre leur boulot parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des enjeux bien plus importants que de perdre son boulot. Et là, je vous en reparlerai dans quelques minutes. Ils se sont rendus compte que même perdre son boulot, c'est moins grave que ce qui est en train de se pointer à l'horizon si nous ne faisons rien, chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous. Moi, ça fait longtemps que vous savez que je me suis engagé et que j'ai pris des risques. Mais maintenant, il va falloir que chacun et chacune d'entre nous, nous prenions des risques. Parce que les risques que nous allons courir en faisant un travail de dénonciation, en faisant un travail d'information libre et indépendant, ce sera de toute façon beaucoup moins important que le risque que nous courons si nous ne faisons rien. Parce que si nous ne faisons rien, c'est véritablement une dictature 3.0 qui va se mettre en place avec traçage numérique, avec vaccination obligatoire, dont Alexandra Henrion-Caude disait elle-même. Alors que c'est si vous écoutez toute l'interview, vous allez entendre que cette femme, elle croit à la vaccination. Elle n'est pas anti-vaccin comme moi. Moi, je suis anti-vaccin parce que j'ai lu une littérature bien plus abondante que n'importe quel autre médecin et je sais que le principe vaccinal ne fonctionne pas. Mais même quelqu'un comme Alexandra Henrion-Caude, qui est
pro-vaccin qui disait dans cette interview que le nombre de cas de tuberculose était en train de remonter en Europe à cause de l'immigration parce que ces populations ne sont pas vaccinées, etc., etc. Ben, même cette femme-là dit, quand je vois ce qui se prépare au niveau du vaccin Covid-19, je trouve ça effrayant. C'est une pro-vaccin qui le dit. Alors écoutez-le bien. Ne prenez pas en compte le fait que Jean-Jacques Crèvecoeur est un anti-vaccin depuis toujours. Enfin non, pas depuis toujours, mais depuis que j'allais devenir père de famille pour la première fois. C'est là que j'ai compris que jamais je ne permettrai qu'on injecte ce genre de poison dans le corps de mes enfants. Mais même si vous êtes pro-vaccin, ce vaccin Covid-19, vous devriez prendre vos jambes à votre cou pour jamais, jamais accepter de vous faire vacciner. Donc, à la fois, j'étais content, j'étais heureux d'entendre quelqu'un qui confirmait ce que nous nous évertuons à dire depuis des mois et des mois en nous faisant massacrer dans tous les sens. Et en même temps, j'étais en colère. J'étais en colère de me dire, mais bon sang, mais est-ce qu'il y a au moins quelques journalistes qui ont du bon sens, qui ont une éthique, qui ont un sens moral, qui lui ferait dire « je ne joue plus ». Je ne joue plus dans cette campagne de désinformation. Je ne participe plus à cette campagne de propagande dont le but premier était de mettre la population en situation de sidération, en situation de frayeur, en situation oui, c'est ça, de frayeur, en situation de traumatisme. Combien de temps, vous, les journalistes, vous allez passer votre temps encore à effrayer la population avec une pandémie qui n'a jamais existé et qui encore aujourd'hui existe beaucoup moins qu'elle n'aurait existé pendant le mois de mars, avril, mai? Pourquoi est-ce que vous continuez ce travail de propagande et de terreur vis-à-vis de la population? Quand allez-vous décider de vous mettre du côté du peuple? Quand allez-vous dire merde à vos patrons? Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous les journalistes, ce que vous êtes en train de faire, vous les débunkers, les fact-checkers, soi-disant les redresseurs de tort, ce que vous êtes en train de faire, vous les médecins, en tout cas ceux qui ne parlent pas, ce que vous êtes en train de faire, vous les forces de l'ordre, c'est de préparer une dictature pour vos propres enfants et pour vos propres petits-enfants. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous effleure même pas l'esprit lorsque vous vous rasez le matin dans la glace ou quand vous vous maquillez dans la glace le matin? Avant de partir au boulot, là? Donc j'étais en colère. J'étais en colère de me dire, bon sang, mais ça fait 6 mois que Silvano Trotta, que Tal Chalère, que Thierry Casanova, que Jean-Jacques Crèvecoeur, que Emma Cruzy, que Chloé Framery, que Pierre Jovanovic, Alexis Cossette-Trudel, Stéphane Blais, citez-les tous, Amélie Paul, que je vous recommande d'écouter, tapez sur YouTube Amélie Paul, c'est une naturopathe québécoise qui a un sens de l'humour second degré extraordinaire. Moi, elle me fait rire chaque fois qu'elle sort une nouvelle vidéo sur la pandémie où elle donne des conseils, par exemple les 11 conseils pour diminuer son système immunitaire ou les 10 conseils ou les 10 raisons pour vraiment porter son masque de façon très docile, etc. Elle est très, très, très drôle. Donc, et il y en a plein d'autres que j'oublie. Il y a Sylvain Laforêt aussi, il y a Claude Gélina, etc. Nous sommes des centaines de lanceurs d'alerte aujourd'hui à faire ce travail. On s'est tous fait montrer du doigt, on s'est tous fait massacrer. Et je me dis, bon sang, mais maintenant, même les scientifiques disent exactement la même chose que nous sur l'origine du virus, sur la manipulation de ce virus, sur la manipulation des chiffres, sur le fait que le système immunitaire était capable de gérer des informations venant d'un coronavirus.
Parce que le coronavirus, c'est une des familles de virus qui circulent depuis des dizaines, sinon des centaines d'années, mais on ne les avait pas identifiés auparavant. Mais quand c'est des imbéciles comme Crèvecoeur ou d'autres qui le disent, ah ben ça ce sont des complotistes, même RTL TVI sur les ondes de Belgique a dit de moi il y a quelques jours de cela que j'étais un exemple du summum de l'irresponsabilité. Ben je me demande qui est irresponsable entre les journalistes qui n'ont pas de couilles pour dire merde à leur patron et pour dire maintenant nous allons dire la vérité à la population. On en a marre de continuer à tenir le même discours, à rabâcher les oreilles et les esprits tous les jours avec le nombre de morts quotidiennement et de participer à ce travail de censure de l'information. Donc, tout ça pour vous dire que je vous recommande d'écouter cette interview, interview d'ailleurs que j'ai enregistrée au cas où elle serait censurée et je la republierai bien entendu sur Full Life Channel qui est donc la nouvelle plateforme qui accueille ma chaîne publique pour l'instant. Ma chaîne privée pour l'instant n'a pas encore déménagé sur Full Life Channel, mais ma chaîne publique a déjà déménagé. Et je vous invite évidemment tous et toutes à vous inscrire et à diffuser l'URL de fulllifechannel.com pour que nous soyons de plus en plus nombreux à nous retrouver dans un endroit sécurisé et sans censure. Bien. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vous parlais justement il y a quelques minutes d'avoir le courage maintenant de prendre des risques. Et je pense que là maintenant le temps est venu de prendre des risques parce que de toute façon ces risques ne seront jamais aussi importants que ce qui nous attend. Bientôt dans l'émission L'Info en question, nous allons inviter l'un ou l'autre économiste qui va nous expliquer en fait ce qui nous attend pour cet automne et cet hiver. Parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas encore conscients des véritables motivations qui se trouvent derrière cette pseudo-pandémie de coronavirus. Alors bien entendu, on pourrait dire que ce qui se trouve derrière, c'est juste une volonté des compagnies pharmaceutiques, de Bill Gates, etc., de vacciner toute la population et de se faire du fric en vendant 14 milliards de doses et en vaccinant toute la population. Oui, ça fait partie des objectifs, mais ce n'est pas le seul objectif. On pourrait dire aussi que la motivation derrière cette pseudo-pandémie, c'était d'opérer un traçage numérique pour toute la population du monde. Je rappelle quand même que de plus en plus, on nous parle d'un passeport numérique, d'un passeport de santé, qui bientôt sera d'ailleurs un passeport de citoyen tout simplement, comme en Chine, comme ça se fait en Chine. Et donc de nouveau, si vous n'avez pas encore vu le documentaire Tous surveillés, 7 milliards de suspects, eh bien regardez-le avant qu'il ne disparaisse de YouTube. C'est un documentaire qui a été fait par Arte il y a quelques mois et qui vous montre le miroir de votre futur, de notre futur. Donc, j'espère que en comprenant des enjeux comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi je prends des risques depuis 6 mois et pourquoi vous devriez prendre des risques également. Donc, oui, il y a aussi, bien entendu, derrière cette pseudo-pandémie, cette volonté de surveiller de façon permanente la population avec un traçage numérique qui au départ va se faire avec un implant sous-cutané et puis petit à petit ce sera des nanoparticules, un gel nanoparticulaire ou une puce implantée à l'intérieur du corps, ce qui permettra évidemment à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires de nous tracer et de nous localiser 24 heures sur 24 avec des fonctions GPS et aussi de contrôler nos pensées et nos humeurs puisqu'il est possible avec certaines fréquences de manipuler l'humeur dans laquelle vous vous trouvez et de manipuler même vos pensées.
Mais au-delà de tout cela, il y a d'autres objectifs. Un objectif, c'était de camoufler le plus grand crash financier de toute l'histoire de la finance, crash financier qui avait été annoncé par Pierre Jovanovic en octobre-novembre 2019, où il avait dit « En février-mars prochain, il va y avoir le plus grand crash parce que pour l'instant, les banques centrales sont en train d'investir, de créer de l'argent à partir de rien avec la planche à billets à hauteur de 100 milliards par jour. Et donc, à un moment donné, tout ce système va se crasher. » Et Pierre Jovanovic avait dit « Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer pour camoufler ce crash, mais en tout cas, je prédis un crash pour février-mars 2020. » C'est ce qui m'avait fait conseiller d'ailleurs aux membres de ma chaîne privée de retirer l'argent de leur compte bancaire et d'acheter de l'or. Ceux qui l'ont fait, ben, tant mieux pour vous parce que l'or, effectivement, est en train d'atteindre des sommets jamais atteints dans toute l'histoire de la négoce ou du négoce de l'or. Bien. Donc, le crash financier a été camouflé, effectivement, par une pseudo-pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis l'économie mondiale à l'arrêt, non pas parce que c'était nécessaire de la mettre à l'arrêt, mais tout simplement parce que en mettant l'économie à l'arrêt, on camouflait un crash qui de toute façon était inéluctable et on a fait porter le chapeau au coronavirus plutôt que de faire porter le chapeau à, je dirais, à l'avidité insatiable des banques privées qui ont fait péter la bulle financière comme jamais ils ne l'ont fait péter. Même 2008, à côté de la crise de 2020, c'est de la, je dirais, de la roupie de Sansonnet, comme disait un de mes amis il y a très très longtemps de cela. Donc en fait, le but qui est poursuivi par cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, c'est de mettre à genoux la population du monde, de ruiner les classes moyennes, de ruiner les travailleurs indépendants, les travailleurs autonomes, de ruiner les petites et moyennes entreprises qui, je le rappelle encore une fois, représentent 85% de l'emploi mondial. Ce sont les petites et moyennes entreprises ou les travailleurs autonomes qui représentent 85% de l'emploi. Tout cela est en train d'être mis par terre sous prétexte de nous protéger d'un virus que personne n'a isolé au profit des quelques multinationales qui vont survivre et au profit des banques qui ont fait tourner la planche à billets à plein régime pour nous donner des compensations très très généreuses. Ici au Québec, enfin ici au Canada, ça s'appelle la PCU, la prestation canadienne d'urgence. Et j'imagine que ça ne vous a pas échappé que cette prestation canadienne d'urgence, qui ici au Canada représente 2000 $ canadiens bruts par mois, donc 2000 $ canadiens par brut, ça représente à peu près 1250 € bruts par mois. Mais j'imagine que ça ne vous a pas échappé qu'un jour ou l'autre, nous devrons rembourser tout cet argent qui a été généré à partir de rien par les États qui tout à coup se sont trouvés dans une grande générosité vis-à-vis de la population. Mais c'est une générosité qui est un piège, puisque nous allons devoir accepter, comme ça se passe déjà, je pense que c'est chez British Airways, où on a déjà demandé aux pilotes d'accepter une réduction de salaire de 20% pour compenser évidemment les pertes de l'entreprise et pour participer aux efforts de guerre contre ce coronavirus. C'est la même chose qui va vous être demandé aux rares parmi vous qui auraient encore du travail d'ici le mois de décembre.
On va vous demander d'accepter une baisse de 15 à 20% de vos salaires. On va vous demander d'accepter de travailler plutôt 45 heures ou 50 heures plutôt que 35 heures ou 30 heures. On va vous demander aussi de voir reculer l'âge de la retraite à 67, à 70 ans, à 75 ans, pourquoi pas 80 ans, pourquoi pas ne plus avoir de retraite. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc, si vous ne prenez pas de risque maintenant, c'est ça l'avenir qui vous est promis d'ici quelques mois. Ce n'est pas quelques années, ce n'est pas quelques dizaines d'années. C'est l'avenir qui est promis à vos enfants. C'est l'avenir qui est promis à vos petits-enfants. Pendant ce temps-là, les milliardaires de ce monde se sont enrichis de façon indécente comme ce n'est pas possible pendant toute cette crise. J'avais eu les chiffres juste pour le mois de mars 2020. Rien qu'au mois de mars, les plus grands milliardaires de ce monde avaient vu leur fortune augmenter de 283 milliards de dollars, si mes souvenirs sont bons. Mais là, je vous dis ça, peut-être qu'à l'écran, je vous montrerai le chiffre exact. Donc, quels sont les risques que nous allons devoir prendre? Eh bien, tous les risques qui vous paraissent acceptables pour vous, en perspective de cette horreur économique qui nous attend. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire « faites ça ou ne faites pas ça », mais je vais simplement vous donner quelques exemples. Il y a des médecins qui ont décidé de s'opposer à leur ordre professionnel. Si vous êtes médecin, si vous m'écoutez, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous aussi, vous décidiez de sortir du jeu, de sortir de ce jeu dont on a toutes les preuves maintenant? Il suffit de lire le livre de Christian Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas faite? Moi, j'aurais intitulé ce livre différemment, mais évidemment, là, je me serais fait attaquer si j'avais écrit un livre comme ça. J'aurais mis plutôt... Enfin, je ne sais même pas comment j'aurais rédigé le titre, mais pour moi, ce ne sont pas des erreurs qu'ils ont faites. Mais ils ont été extrêmement malins pour orchestrer toute cette mise à terre, toute cette mise à genoux de la population. Donc, ce ne sont pas des erreurs. Ils ont au contraire très très bien réussi un plan qui était préparé depuis des années et des années. Ceux qui ne me croient pas, eh bien, allez lire le PDF que je mets sous cette vidéo, qui est un document de la Fondation Rockefeller qui date de 2010 et qui parlait de la nécessité, à un moment donné, de créer un confinement mondial. Et s'interrogeait sur la manière de faire accepter par la population le confinement. Voilà. Donc, si vous êtes avocat, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous vous mettiez au service de la population gratuitement? Et vous aussi, de sortir de votre réserve et de dénoncer toutes les atteintes à la démocratie, de produire des documents qui pourraient servir à la population, sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour dire « j'ai des droits et maintenant j'entends à ce que ces droits soient respectés » quand la prochaine fois que vous vous ferez arrêter par les forces de l'ordre. Si vous faites partie des forces de l'ordre, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps que vous preniez le risque de désobéir, de déserter, de démissionner? Si vous êtes infirmière, infirmier, si vous faites partie du personnel soignant, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous dénonciez ce dont vous êtes témoin? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques infirmiers et infirmières ici au Québec qui viennent d'alerter sur les réseaux sociaux le fait que dans la prescription que l'on donne aux personnes âgées dans les CHSLD, depuis une directive gouvernementale,
il a été recommandé qu'on ne prescrive plus la vitamine D pour les personnes âgées. C'est nouveau. La recommandation du gouvernement maintenant, c'est que plus personne ne reçoive de vitamine D chez les personnes âgées. Or, ça faisait partie de ce qui était prescrit de façon assez routinière pour la plupart des personnes en résidence de personnes âgées. Eh bien, bon, et vous avez compris pourquoi, j'espère. Parce que la vitamine D est un des éléments essentiels de la constitution du système immunitaire. Bon, ben, au moins là, ces infirmiers et infirmières ont pris le risque de dénoncer cela. Moi, je vous appelle maintenant, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, que vous vous trouviez dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'information, si vous êtes journaliste, si vous êtes rédacteur, si vous êtes donc en contact avec l'industrie de l'information, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire fuiter des informations confidentielles? Est-ce qu'il ne serait pas temps de dénoncer les plans qui sont là depuis des mois et des mois? Est-ce qu'il ne serait pas temps de dénoncer les mensonges auxquels vous participez par votre silence? Si vous ne le faites pas maintenant, vous pleurerez des larmes extrêmement amères dans quelques mois. Pourquoi croyez-vous que tout le monde nous parle d'une future seconde vague alors que sur le plan de ce qu'on sait au niveau des épidémies, des secondes vagues, ça n'existe pas? Sauf si on la crée de façon artificielle. Et c'est ça qu'ils vont faire. Nous allons avoir une seconde vague. C'est ce qu'on nous a dit ici au Québec. Nous allons avoir une seconde vague. La seule incertitude, c'est quand va-t-elle commencer? Est-ce qu'il ne serait pas temps que vous fassiez sortir des documents confidentiels, que vous les balanciez, que vous les envoyiez à Wikileaks? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous prenions tous notre vie en main avant d'être réduits de façon définitive en esclavage pour des dizaines ou des centaines d'années? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires est de plus en plus en panique. Ils paniquent devant la montée de la conscience. En fait, ils se rendent compte qu'il y a plus de chances aujourd'hui qu'ils perdent que de chances qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus violents à l'égard des lanceurs d'alerte. C'est pour ça que la censure est de plus en plus sévère. C'est pour ça qu'il y a des mesures de plus en plus liberticides qui sont imposées par les gouvernements alors qu'il n'y a plus aucune justification. Vous savez, je continue à être persuadé qu'ils ont manipulé un virus dans le laboratoire de Wuhan, le laboratoire P4. J'en suis convaincu. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 26, la toute première conversation du lundi qui était consacrée à cette pseudo-pandémie, je vous avais expliqué dès cette conversation que je vous invite à réécouter. Donc c'est la conversation numéro 26. Je vous avais expliqué qu'il est impossible dans la nature d'avoir à la fois des virus ou des microbes qui soient à la fois très contagieux et à la fois très mortels. Et je vous avais expliqué que si un microbe est très mortel, ben, il n'a pas le temps d'être contagieux puisque la personne qui meurt ne va pas avoir la chance, entre guillemets, de contaminer d'autres personnes puisqu'elle est morte. Elle est dans son cercueil ou elle est incinérée. Et que donc, soit un virus ou un microbe est très contagieux, soit il est très mortel. Mais c'est impossible d'avoir les deux. Et donc, le fantasme
des laboratoires de recherche et de manipulation génétique depuis des dizaines d'années, c'est de trouver quelque chose qui soit à la fois très contagieux et très mortel. Sauf que, et ça m'a été confirmé maintenant par plusieurs biologistes moléculaires, c'était une intuition que j'avais, mais bon, moi je ne suis pas biologiste, donc j'ai été demandé à des biologistes pour avoir la confirmation de cela. Et c'est confirmé également par Alexandra Henrion-Caude. C'est qu'un virus ou un microbe, lorsqu'il est manipulé génétiquement, il est dans un état instable parce que normalement un microbe naturel, il a mis des millions d'années pour trouver le meilleur équilibre, pour jouer son rôle d'équilibrateur et pour jouer son rôle d'aide sur le plan sanitaire. Puisque je vous rappelle que nous avons besoin des microbes et des bactéries et des champignons et des mycobactéries, etc. pour en permanence gérer l'équilibre intime de notre flore et de notre organisme. Donc, les microbes naturels mettent des millions d'années à s'équilibrer et à être dans leur état optimal pour pouvoir durer, puisque finalement c'est ça l'objectif, le but du jeu. Quand on manipule un virus pour lui donner des caractéristiques tout à fait différentes, et c'est ce qui s'est passé au niveau de Wuhan, eh bien ce virus dans un premier temps va faire beaucoup de dégâts, mais comme ce virus n'est pas une entité vivante, c'est une entité qui a besoin d'un hôte vivant pour se multiplier, eh bien, très vite, son état instable, les éléments instables de sa composition sur le plan génétique vont disparaître pour revenir à l'état stable qui est l'état d'origine du virus avant qu'il ne soit manipulé. Et l'élite, c'est-à-dire cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comptait sur le fait que ce virus allait rester stable pendant des mois et des mois pour tuer des dizaines de millions de personnes dans le monde. Et donc ils espéraient que ça se passe encore en juin, en juillet, en août, en septembre, etc. Et que ça allait être la panique mondiale. Sauf que la nature, elle est bien faite, les gars. Désolé. Et la nature, elle élimine tout ce qui est instable pour donner priorité à ce qui est stable. Et donc du coup, vous vous creusez la tête maintenant pour savoir comment vous allez pouvoir continuer à effrayer la population avec une pandémie qui n'existe plus. Alors vous continuez à faire porter les masques pour imprimer dans la tête des gens que oui, le virus est toujours là. Mais attendez, vous êtes cons ou quoi? Il y a eu les manifestations Black Lives Matter. Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans les rues. Est-ce que vous avez vu un pic de cas positifs ou de morts dans les 15 jours qui ont suivi les manifestations? Il y a eu des manifestations anti-masques, il y a eu des manifestations contre les mesures gouvernementales. Est-ce que vous avez vu un pic de mortalité ou un pic de maladie où les urgences sanitaires ont été débordées après ces manifestations dans les 14 jours qui ont suivi? Rien, il ne s'est rien passé. J'ai embrassé des centaines de personnes. Est-ce que je suis malade pour autant? C'était toutes des personnes que je ne connaissais pas. Non, je ne suis pas tombé malade parce que tout simplement, il suffit d'avoir un bon système immunitaire, comme le dit Alexandra Henrion-Caude, pour pouvoir traiter l'information qui vient de ce coronavirus. C'est tout. Donc, vous avez compris, il est temps maintenant que vous regardiez comment vous, à votre niveau, vous pouvez saboter ce plan de mise à genoux, ce plan de hold-up, ce plan de mise en esclavage de la population. Comment est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez saboter
ce plan machiavélique? Posez-vous la question. Vous devez certainement être témoin de quelque chose, comme le sont les infirmiers et les infirmières des CHSLD qui se sont rendus compte que tout à coup, plus aucune personne âgée ne reçoit sa vitamine D. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces personnes âgées? Ben, on veut les tuer, bien entendu. Mais quand je dis ça, évidemment, il y a AFP Factuel qui sort un article contre moi en disant que ce que je raconte sur le Rivotril, c'est du conspirationnisme, c'est complètement faux, c'est du délire paranoïaque, etc. Les personnes âgées, du point de vue de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, ne servent à rien. Et elles coûtent de l'argent à la société. Quand on regarde la moyenne d'âge de ces milliardaires, je me dis qu'il ferait bien de passer les premiers à se faire euthanasier. Au moins, on serait débarrassé de personnes âgées et de psychopathes en même temps. Hein? Ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bill Gates, tu te trouves pas un peu vieux là? George Soros, t'es pas un peu vieux non plus? Warren Buffett, Jacques Attali, vous autres là, pourriez pas vous suicider par exemple, ou demander l'euthanasie, qu'on vous fasse une bonne injection de Rivotril là? Hein? Ce serait pas mal, non? Au moins comme ça, on aurait moins de vieux à entretenir, si c'est ça votre raisonnement. Voilà, donc vous avez compris que la balle est dans notre camp maintenant. Nous sommes, je le rappelle, plus de 50% à être convaincus qu'on nous a menés en bateau, mais ce qu'on nous a fait jusqu'à présent, ce n'est rien par rapport à ce qu'on nous réserve à partir du mois de septembre. Alors c'est maintenant qu'il faut réfléchir à comment vous allez saboter le plan à partir de là où vous êtes. Et dès que vous êtes témoin de quelque chose, publiez-le. Partagez-le. Envoyez-le à Wikileaks. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose si vous ne voulez pas entrer en dictature en 2021. Voilà les amis. Alors, vous aurez encore quelques images de la manifestation tout à l'heure et je vous embrasse. À bientôt.